Jean. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, je suis ravi d'intervenir devant vous ce soir. Donc, je vais vous parler, vous l'avez compris, de la commercialisation du gaz et l'électricité en France. Alors, avant de me présenter, donc, je travaille depuis 20 ans dans l'énergie et plutôt sur le marché aval. J'ai commencé quand même dans la production à la CNR, qui est vous savez, une belle maison lyonnaise, mais pas que. Et puis ensuite, j'ai évolué au sein du groupe Engie dans des fonctions de commercialisation. Alors déjà chez Electrabel France, qui était à l'époque Electrabel venait en France. Voilà. Donc j'ai été à la fois chez le fournisseur historique, chez Engie en gaz, mais aussi chez l'alternatif, puisque vous le savez, Engie est un concurrent d'EDF en électricité. Voilà. Depuis 6 ans maintenant, j'ai fondé avec 2 associés Opéra Énergie, qui est un courtier en énergie. Donc on aide les entreprises et les collectivités à choisir le meilleur contrat de gaz et d'électricité. Donc, je vais essayer de vous présenter comment fonctionne ce marché du gaz et l'électricité en France. Je précise que le gaz, je m'en tiendrai au gaz de réseau, ce qu'on appelait traditionnellement le gaz de ville. Je ne m'intéresserai pas au propane, au butane en gaz de cuve, parce que c'est d'autres mécanismes, alors qu'en revanche, le gaz naturel et l'électricité, c'est souvent les mêmes acteurs, et donc c'est pertinent d'associer les deux. Voilà, donc, alors ce marché aval, c'est le bout de la chaîne électrique. Par rapport à la production, c'est vrai qu'il pèse peu. Traditionnellement, on dit la commercialisation, allez, c'est 5 à 10% de la chaîne de valeur. Certains disent même un peu moins. C'est vrai que ça pèse peu par rapport à la production ou même par rapport au réseau. Ceci étant, c'est quand même c'est là qu'il y a les consommateurs. Et c'est avant tout pour eux qu'on essaye d'avoir une électricité compétitive, même si maintenant certains disent qu'il ne faut plus qu'elle soit forcément compétitive, mais ça c'est un autre débat dans lequel je n'entrerai pas. Voilà, donc c'est une importance, c'est là aussi que se font les modes des consommateurs, etc. Donc j'essaierai de vous présenter comment fonctionne ce marché. Alors, j'ai fait une petite erreur de manipulation. Je m'en excuse. J'espère. Ah, c'est bon, excusez-moi. Ouais, ok, juste les places. Excusez-moi. Donc, ma présentation aura 3 parties. En premier lieu, j'essaierai de vous présenter un panorama du marché aval de l'électricité et du gaz. Donc, quels sont les acteurs, quels sont leurs rôles. Ensuite, on se penchera davantage sur le coût, combien ça coûte. Encore une fois, le coût pour le consommateur, c'est important. Donc voilà, quelles sont les différentes composantes du prix, qu'est-ce qu'on retrouve dans les factures et les évolutions. Ça a été souligné dans l'introduction, c'est pas être devin de dire que des hausses significatives sont attendues, parce qu'au fond, toutes les composantes augmentent, mais on y reviendra tout à l'heure. Et puis, enfin, je reviendrai sur des éléments, sur quelques tendances du marché aval, et notamment l'électricité verte, notamment bien sûr l'impact du projet Hercule, enfin qui s'appelle plus Hercule, qui s'appelle Grand EDF. Voilà, quel impact ça peut avoir, quelle tendance sur ce marché. Voilà, donc sur le panorama. Alors déjà, avant pour commencer, de quoi on parle, la consommation française d'électricité et de gaz? C'est un hasard, mais c'est à peu près la même chose. C'est de l'ordre d'une année normale hors Covid, c'est un peu moins de 480 TWh en électricité et en gaz. En électricité, c'est relativement stable, c'est-à-dire qu'on compense par les actions d'efficacité énergétique la croissance naturelle de la consommation. Voilà. En gaz, on constate quand même une baisse. Bien sûr, le gaz est aussi, comme électricité, dépendant de climat. Ce qu'on peut noter quand même, c'est une forte baisse en 2020, l'année Covid, puisque la consommation d'électricité, par exemple, s'est portée à 450 TWh, ce qui est, je crois que l'année précédente, c'était 479. Donc, vous voyez, une baisse quand même sensible, notamment de la consommation industrielle, qui a impacté bien sûr l'ensemble des acteurs en 2020. Très rapidement, le nombre de sites, bien sûr, vous vous en doutez, il y a plus de sites en électricité qu'en gaz, 38 millions en électricité, 11 millions en gaz.
Bien sûr, déjà, il y a des zones où il n'y a pas de gaz, et puis bien sûr, les usages ne sont pas les mêmes. L'ensemble des entreprises, l'ensemble des foyers ont l'électricité, alors que je crois que c'est à peu près un tiers des foyers qui se chauffent au gaz. Donc voilà, ça explique que le nombre de sites en électricité soit bien plus important. Alors, aujourd'hui, en fait, le 10 février 2000, on a fêté, en tout cas, on a les 21 ans d'ouverture du marché. Alors, je vous ai mis une frise là qui présente les grandes dates, plutôt axée électricité, parce qu'il y a l'équivalent en gaz. Donc, mais qu'est-ce qui s'est passé à la fin des années 90 et au début des années 2000 qui nous conduit aujourd'hui devant vous? C'est à la fin des années 90, au niveau de l'Union européenne, on a considéré qu'il était nécessaire pour le consommateur européen de casser les monopoles nationaux qui existaient dans la plupart des pays européens. Certains pays avaient des duopoles mais de casser ces monopoles pour mettre de la concurrence au bénéfice du consommateur et plutôt au fond créer un certain nombre de grands acteurs pan-européens. Donc il y avait on libéralise pour entre guillemets détruire un petit peu ces monopoles nationaux, mais pour quand même reconstruire des grands champions européens. Voilà, donc c'était la première directive de libération de l'électricité, c'est en 1996. Et la première transposition de la loi, dans la loi française, c'est la loi du 10 février 2000. Donc, ça ne nous rajeunit pas, hein, c'était sous le gouvernement Jospin. Et il y a eu lieu cette loi relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. Il y a eu son pendant en gaz, pour pas surcharger les diapositives, j'ai pas mis le pendant en gaz, l'année suivante. Voilà, donc 21 ans d'ouverture de marché. Alors, grosso modo, qu'est-ce qu'on a fait avec cette ouverture? Il y a deux grandes choses. D'une part, on a séparé les activités qui étaient toutes intégrées au sein de l'opérateur national, que ce soit en gaz ou en électricité, production, acheminement et fourniture, donc la vente aux consommateurs. Et puis d'autre part, on a dit aux consommateurs, OK, vous pouvez choisir un autre fournisseur que le fournisseur historique, donc qu'EDF en électricité et que GDF, Gaz de France à l'époque, Gaz de France en gaz. Il y a eu plusieurs étapes, je ne reviendrai pas là-dessus, mais au départ, on a libéralisé pour les gros consommateurs. Il y a eu une étape à 16 gigawattheures, puis ensuite on est passé à 7 gigawattheures, puis ensuite à l'ensemble des professionnels, et enfin à l'ensemble des particuliers. Et ça aussi, ça date aussi, puisque ça date de 2007. Voilà. Donc, 21 ans d'ouverture du marché. Alors, je pense qu'on essaiera de voir un peu le bilan de tout ça. Le bilan de tout ça. Mais commençons déjà par l'organisation du marché. Comment l'organiser? Donc, je reviens peut-être pour les experts, je reviens au basique, mais pour bien comprendre ce qu'a voulu l'Europe et comment c'est organisé. Au fond, l'acteur intégré EDF, si on prend l'électricité, qui avait été créé en 1946, il faisait tout, hein, de la production à la vente. Là, on a décidé de couper en trois parties. La partie production, qui est ouverte au champ concurrentiel. Aujourd'hui, si vous avez 400 millions d'euros, alors peut-être maintenant 500, vous pouvez construire une centrale à gaz. Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur investissement, mais vous pouvez le faire. Il n'y a guère que le nucléaire qui soit encore un monopole de par certains textes, même si, vous le savez sans doute, il y a quelques années, le groupe Engie, par exemple, réfléchissait et avait mis des équipes, notamment à Lyon, pour voir comment, s'il était possible de construire un réacteur en France, en Angleterre. Bon, c'était un autre temps parce que voilà, le groupe Engie est parti dans une autre voie. Donc, activité concurrentielle, la production. Au milieu, heureusement, on n'a pas dit tiens, on va permettre à l'ensemble des acteurs de tirer les fils ou de tirer les canalisations, ça aurait été un peu stupide. Donc, naturellement, les réseaux, l'acheminement, que ce soit la haute tension avec RTE en électricité et puis Enedis, la moyenne et basse tension, là,
c'est un monopole, donc on ne peut pas construire son propre réseau ou alors dans des conditions très très spécifiques. C'est un monopole, donc il y a qu'un seul acteur en France, enfin, mis à part les entreprises locales de distribution, et donc c'est un monopole. Et donc, par contre, ce qui est prévu dans la loi, c'est que le Enedis doit servir les fournisseurs et les clients des fournisseurs qui ne sont pas d'EDF aussi bien dans des conditions non discriminatoires que les clients de sa maison mère d'EDF. Voilà. Et puis, dernière chose, ce dont on va parler aujourd'hui un petit peu, hein, c'est la fourniture, hein, donc la vente au consommateur final. Alors là, je vous ai mis dans cette diapositive que quelques fournisseurs. On aura une diapositive plus détaillée ensuite. Et donc là, c'est la vente. Et là aussi, la vente au consommateur. Et là, c'est ouvert à la concurrence. Alors, souvent, quand je présente ça, il y a la première question, mais on me dit, mais comment font les fournisseurs qui n'ont pas de production pour vendre? Ok, Engie, je comprends, EDF, bien sûr, mais certains n'ont pas de production. Hein, Eni, par exemple, n'a pas de production en France ou alors très marginal, un peu de NR, etc. Tout simplement, l'ensemble des fournisseurs, et y compris d'ailleurs les historiques, y compris Engie, etc., pour vendre aux consommateurs, ils ne vont pas forcément vendre leur production. Qu'est-ce qu'ils font concrètement quand, par exemple, un fournisseur signe avec un industriel? Il va acheter sur la bourse de l'énergie, le jour même de la signature, le volume correspondant à la consommation prévisionnelle du client. De telle sorte que, en fait, ce qui fait le prix, on y reviendra ensuite, ce qui fait l'ensemble des acteurs se sourcent, entre guillemets, sur la bourse de l'électricité. Donc, il y a la bourse, il y a EEX, hein, qui est la bourse organisée, puis après, il y a du trading d'électricité. Et ce qui fait qu'en fait, deux choses. Un, on peut être un fournisseur performant sans avoir de production. Et deux, du coup, le prix de la bourse devient vraiment le prix directeur pour les contrats d'électricité. Et en gaz, c'est pareil. Pour finir sur ce point, il ne faut pas croire que, par exemple, la CNR, puisqu'on est à Lyon, qui a un coût de production que je ne connais pas forcément, mais qui est relativement bas avec des barrages amortis, et ils ne font pas trop d'aval. Mais imaginons qu'ils vendent à un client industriel, on pourrait dire, bah, tu prends ton coût, ok, je prends mon coût aval, je sais pas, 20-30 euros, et puis je mets une petite marge et je vends à 35 euros du mégawattheure. Ben non, on ne fait pas comme ça. Et la logique économique fait que l'ensemble des acteurs vendent au prix de la bourse. Voilà. Et ça, c'est vrai même chez les acteurs intégrés. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé, vous l'avez compris, chez Engie, qui avait des centrales de production avec la CHEM, avec des centrales à gaz, etc. J'ai travaillé chez Engie commercialisateur. On n'allait pas demander à nos collègues de la production je dois faire une offre à un client, fais-moi un prix sur ta production. Ça ne se passait pas comme ça. Tout simplement, nous-mêmes, même si on avait de la production, on se sourçait sur la bourse et la partie production vendait sur les marchés. Voilà. Voilà donc pour l'organisation générale du marché. Alors, si on regarde un peu plus pour le consommateur, il a face à lui deux acteurs. D'une part, les gestionnaires de réseaux de distribution, donc en électricité, Enedis sur 95% du territoire. Vous savez qu'en 1946 est demeuré des petits villages gaulois, donc des distributeurs non nationalisés dans certaines zones françaises, à Grenoble, à Metz, à Strasbourg, etc. Mais disons que sur 95% du territoire, c'est Enedis. Et donc, le gestionnaire de réseau de distribution, qu'est-ce qu'il doit faire, lui? Eh bien, lui, il a quand même un rôle essentiel, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est responsable de la qualité et la continuité de l'alimentation. Donc, c'est lui qui veille, bien sûr, au bon fonctionnement des réseaux. C'est lui qui va être sollicité en cas de dépannage et d'urgence. Et d'ailleurs, si vous changez de fournisseur, vous êtes chez EDF et que vous passez chez un autre fournisseur, vous verrez que le numéro de dépannage ne change pas. Vous avez changé de fournisseur, le numéro de service client change, bien sûr, vous changez de fournisseur,
mais le numéro de dépannage ne change pas parce que en cas d'urgence, vous appelez Enedis ou GRDF en cas de fuite de gaz, etc. Et puis, les gestionnaires de réseau de distribution ont aussi le rôle de comptage. Donc, c'est eux qui comptent, c'est eux qui ont la responsabilité de compter l'électricité ou le gaz fourni. Voilà. Là-dedans, que fait donc les fournisseurs, ceux avec qui les consommateurs contractent? Eux, vis-à-vis du consommateur, parce que derrière, il y a quand même une machinerie qui est un peu plus complexe, mais déjà, leur rôle, c'est de faire rentrer ou sortir dans leur périmètre le point de livraison. Alors, concrètement, comment ça se passe, un changement de fournisseur d'électricité ou de gaz? C'est extrêmement simple. C'est aujourd'hui, je suis chez EDF, je signe chez Total Direct Energy. Donc, je viens de signer mon contrat. Il y a quelqu'un chez Total Direct Energy qui va dire ce point de livraison, à partir de telle date, c'est un convenu dans le contrat, à partir du 1er du mois suivant, je vais le basculer chez moi. Et comment il fait le basculer chez moi? Il va dans les systèmes d'Enedis, dans un système qui s'appelle SGE, il dit ce point de livraison, à partir du 1er juin, il est dans mon périmètre. Et du coup, ce jour-là, à partir de ce jour-là, vous pouvez rester devant votre compteur, il ne se passera rien. Hein, il se passera rien. Ce jour-là, en fait, Enedis, au lieu d'envoyer les flux à l'ancien fournisseur, à EDF, les flux de facturation, l'ensemble des données de facturation, va les envoyer à Total Direct Energy. J'ai pris ces deux fournisseurs comme exemple, mais bien sûr, ça marche avec l'ensemble des fournisseurs. Voilà. Et à partir de ce moment-là, le contrat a changé, le point de livraison a changé de fournisseur. Donc, c'est relativement simple. C'est pareil en gaz. Hein, donc, en fait, le changement de fournisseur, c'est un changement informatique. Il n'y a bien sûr pas de changement des équipements. On ne change pas le compteur. Il n'y a même pas de venue nécessaire, parfois en gaz, mais c'est relativement rare. Donc, c'est relativement facile. Naturellement, vous l'avez compris, la qualité et la continuité de la fourniture dépendant du GRD, il n'y a pas de différence de qualité entre les différents opérateurs, de qualité de courant. Il peut y avoir des différences dans le service client. Est-ce que quand j'appelle, j'ai un problème sur ma facture, est-ce qu'on met 2 minutes à me répondre, 30 secondes, est-ce que les choses sont bien traitées? Ça, naturellement, il y a des différences de qualité. Par contre, au niveau de la qualité de l'alimentation, il n'y a absolument aucune différence. Vous aurez les mêmes coupures si vous êtes chez EDF, chez Engie, peu importe lequel. Voilà, ici, par exemple, dans ce bâtiment, peu importe quel que soit le fournisseur, il n'y a pas de différence. Voilà. Ça a un impact sur le marché parce qu'on est vraiment dans un marché, bien sûr, de commodité pure où c'est un des rares marchés où on ne peut pas du tout, entre les différents acteurs, faire de différence sur la qualité du produit qu'on fournit. Au fond, il n'y en a vraiment aucune. Même dans le bois, de la fourniture de bois, il y a quand même de bois à brûler, hein, il y a des différences de qualité, il y a des… Voilà. Là, il n'y a absolument aucune différence. Voilà. Autre rôle du fournisseur, c'est bien sûr de facturer, hein, c'est de faire rentrer les sous. Alors, facturer, faire des factures justes, et puis les rentrer. Alors, une spécificité française, ça existe dans d'autres pays, mais c'est quand même très marqué en France, c'est que en France, on a laissé coexister, d'une part, des tarifs réglementés et les offres de marché. Donc, les tarifs réglementés, qu'est-ce que c'est? C'est des tarifs qui sont fixés par les pouvoirs publics. Hein, c'était les tarifs d'avant, mais qui perdurent. Hein, puis ça concerne encore 25 millions de sites en électricité. C'est fourni uniquement par les fournisseurs historiques, donc principalement par EDF ou par les entreprises locales de distribution. Ça varie 1 ou 2 fois par an. En ce moment, c'est plutôt 1 fois par an, mais ça peut changer. Et puis, c'est des grilles non négociables. Si vous êtes tarif réglementé, vous aurez beau insister, vous ne pourrez pas obtenir de réduction, même auprès d'EDF ou de Gaz de France, pour avoir une petite ristourne sur votre tarif réglementé. Voilà. Ça, donc c'était on va dire le mode traditionnel avant l'ouverture des marchés. À côté de ça, se sont développées des offres de marché dont le prix est fixé librement par le fournisseur, avec des modes contractuels différents. Certains proposent des prix fixes, d'autres des prix indexés.
On arrive aussi, mais je ne rentrerai pas là-dedans, parfois des clauses de prix assez complexes quand on s'adresse aux industriels, avec la possibilité de fixer en plusieurs fois, de faire des couvertures, etc. Donc voilà, cette coexistence des tarifs réglementés et de l'offre de marché a été assez importante. Il y a des pays qui ont fait le choix de supprimer plus rapidement les tarifs réglementés. En France, notamment en électricité, on a considéré que c'était un élément essentiel de protection du consommateur. Ceci étant, à un moment, l'Union européenne a dit, bon, les historiques en France, pour ne pas les citer, Engie et puis EDF, avec vos tarifs réglementés, vous permettez pas une ouverture suffisante de la concurrence. Donc, il va falloir un peu, il faut quand même supprimer les tarifs réglementés. Et il y a eu une vague progressive de suppression des tarifs réglementés. Donc, en électricité, fin 2015, on a commencé à supprimer les tarifs verts et jaunes, donc les plus gros compteurs. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus de tarifs réglementés. Il y a plus de tarifs réglementés sur ces tarifs-là. Et puis, il y a une vague plus récente, qui est à la fin de l'année 2020, où là, on a dit, OK, les entreprises, vous n'avez plus le droit aux tarifs réglementés, sauf les TPE. Alors, le critère, c'est 10 salariés et 2 millions d'euros de CA. Mais donc, l'année dernière, il y a quand même 1 million de sites. Le tarif réglementé s'est arrêté pour 1 million de sites. Pour 1 million de sites, ce qui est quand même très important. Alors, notamment, il y avait beaucoup d'impact pour les communes qui avaient beaucoup de sites en tarif bleu, donc inférieur à 36 kVA. L'éclairage public était concerné. Donc, toutes les grosses communes qui avaient plus de 10 salariés, donc une ville comme Lyon, par exemple, étaient concernées. En revanche, en France, on a choisi, pour l'instant, il n'y a pas de date de fin pour les particuliers et les TPE. Il n'y a pas de date en électricité, ce qui n'est pas le cas en gaz. En gaz, pareil, il y a on a commencé par les gros sites et puis on est arrivé aux petits sites professionnels. Donc, à la fin de l'année 2020, on a supprimé les tarifs réglementés pour l'ensemble des sites professionnels et une date est prévue, le 1er ou le 30 juin 2023, je ne me rappelle plus, mais on arrête les tarifs réglementés pour les particuliers. Donc voilà. Alors, maintenant, quels sont ces fournisseurs alternatifs? Qui c'est? Alors, quels sont les fournisseurs? Alors, les fournisseurs, j'en ai mis certains. Là, vous voyez, la diapositive est un peu touffue, mais j'ai pas tout mis. Il y en a 45 qui se déclarent auprès de la CRE en électricité, 35 en gaz. J'ai mis les principaux. Alors, peut-être que j'en ai oublié, mais je crois pas. En tout cas, chaque jour, peut-être pas chaque jour, mais chaque mois, il s'en crée un nouveau. Voilà. Donc, on voit qu'on a des. Alors, j'ai essayé. Il y en a qui sont bilingues, qui sont à la fois gaziers et électriciens, d'autres qui sont que gaziers ou que électriciens. Certains, c'est ceux du haut, ne font que du B2B, donc entreprises et collectivités. Certains font que des particuliers, ceux du bas, et ceux du milieu, ils font les deux. Voilà. Alors après, même au sein de la fourniture aux entreprises, certains vont s'occuper que des grands sites, d'autres vont s'occuper des petits sites. Donc on voit qu'on a quand même une myriade assez nombreuse de fournisseurs. Voilà. Alors c'est qui ces gens-là? Alors j'ai essayé de faire une classification par grand type. Alors déjà, vous avez les deux historiques, EDF et Engie. Alors vous savez que c'est pas les mêmes, mais vous savez, pendant longtemps, les gens, moi je disais je travaille chez Engie, on me dit, et 15 jours après on me disait c'est toi qui travailles chez EDF. Voilà, ça y est, ça rentre dans le grand public. Les deux cousins sont devenus les principaux concurrents. C'est soit en électricité, en gaz. Donc, en gaz, EDF est un des principaux challengers d'Engie en gaz, et Engie est le premier, de très loin, le premier challenger d'EDF en électricité. Voilà. Donc, les deux cousins sont devenus des frères ennemis. Voilà. Alors, même si, vous le savez, il y a pas mal de gens qui ont travaillé dans les deux maisons. Voilà. Ensuite, j'en mets un peu de particulier parce que pour moi, il n'est pas historique, mais c'est Total qui devient le troisième acteur avec le rachat de Direct Énergie, qui a des moyens importants, qui est un groupe français, qui n'est pas un historique, mais qui
c'est quand même le trio des 3 plus gros fournisseurs. Voilà. Ensuite, il y a les filiales des grands énergéticiens européens. Quand le marché s'est ouvert, EDF et Engie sont bien sûr allés en Allemagne. Alors, ils ne sont pas restés dans tous les pays. En Allemagne, en Angleterre, en Italie. Eh ben, nos amis européens ont fait la même chose. Et donc, on retrouve comme fournisseurs des filiales de grands énergéticiens européens. J'en ai mis quelques-uns. Eni, qui est le Total italien. Vous avez par exemple Endesa, qui est une filiale du groupe Enel, hein, donc l'EDF italien. Iberdrola, donc un des EDF espagnols. Alpic, donc un électricien suisse. Enovo, c'est le luxembourgeois. Vattenfall, c'est l'opérateur d'État suédois. Voilà. Donc, voilà, Gazprom, je ne présente pas pareil, qui nous vient de l'Est de l'Europe. Voilà, donc ça, c'est la première catégorie. Ensuite, autre catégorie, c'est les entreprises locales de distribution. Vous savez, les petits villages gaulois, au moment de l'ouverture, ils se sont dit, oulala, qu'est-ce qui va nous arriver? On va se faire prendre des parts de marché chez nous, sur notre territoire, et on va mourir. Donc, il faut qu'on aille chercher sur le territoire des autres gestionnaires de réseaux de distribution, et notamment chez EDF ou chez Engie pour le gaz. Et donc, ces entreprises locales de distribution, pas toutes, mais on crée souvent des fournisseurs qui vont chercher des fournisseurs en dehors de leur zone. C'est le cas, par exemple, alors j'en ai cité quelques-uns. Alors, on va prendre les régionaux, GEG, hein, donc qui est l'historique de Grenoble, qui vend maintenant partout en France. Voilà, Alterna, c'est la régie de la Vienne qui a fédéré plein de petites entreprises locales de distribution et qui vend partout en France. Voilà, alors en région, on a Enalp, hein, qui est basée en Savoie et dans l'Ain. Voilà, Électrice Savoie, c'est la Sorea, donc c'est la régie de la Maurienne. Donc voilà, donc ça c'est un deuxième petit acteur, des acteurs plus modestes naturellement, mais qui ont quand même des ambitions, qui sont moins grands que ceux d'avant, mais qui ont quand même des ambitions, voilà, et puis qui sont des acteurs historiques. Une des pubs de GEG, d'ailleurs, c'est de dire on est plus ancien qu'EDF, nous. Et c'est vrai, ils sont plus anciens qu'EDF, ils sont aussi un peu plus petits. Voilà. Ensuite, il y a les groupes indépendants. Alors, les groupes indépendants, là, on trouve Picotti, c'est le groupe Avia. Enfin, c'est ceux qui vendent notamment le carburant et qui font que du gaz sous la marque Avia. Antargaz, Primeo, Solvay, indépendant, voilà, Dinef, voilà. Et puis, on a là-dedans, on a quand même l'arrivée de nouveaux acteurs, plutôt sur les particuliers, qui sont Leclerc Énergie, Cdiscount, qui, eux, se disent, il y a des gens qui viennent dans mes supermarchés, le marché est ouvert, je vais essayer de leur vendre des contrats de gaz et d'électricité ou que d'électricité. Voilà. Et puis enfin, vous avez les jeunes pousses, que j'appelais les jeunes pousses, qui sont des startups. Alors, il y en a qui commencent à être conséquents, qui sont créés pour exploiter cette ouverture des marchés. J'en ai cité quelques-uns. Allez, à Lyon, on a Planet Oui, on a Énergie d'ici, hein, dans les locaux ils sont ici. Donc, Lyon, de la même façon que pour l'amont, enfin, la région Rhône-Alpes est une terre d'énergie. Pour les fournisseurs aussi, il y en a quelques-uns. Enercop, vous avez vu, je le mets au milieu, parce que c'est coopératif, c'est pas une jeune pousse, c'est un statut un peu particulier. Je ne savais pas où le classer, je l'ai mis au milieu, c'est plus simple. Alors, le métier de fournisseur. Fournisseur alternatif, là je parlais surtout des fournisseurs alternatifs, qu'est-ce que c'est? Le métier de fournisseur, mais ça c'est vrai aussi pour les historiques, c'est un métier difficile. Pourquoi? Parce que les marges sont faibles. Les marges de commercialisation, donc parce qu'ils achètent leur énergie, même s'ils l'achètent en interne, ils l'achètent quand même, ou à la bourse, auprès de leur trading, ils l'achètent quand même. Les marges sont entre 1 à 5%. Parfois, on monte un peu plus sur les particuliers, ça peut monter jusqu'à 10%. Mais donc, c'est des marges faibles avec des risques élevés. Pourquoi des risques élevés? Parce que tout simplement, une des difficultés du fournisseur, c'est que, notamment en électricité, il doit s'assurer chaque demi-heure que la consommation de ses clients est égale à ce qu'il a injecté sur le réseau ou qu'il a acheté sur la bourse. Et ça, c'est une gageure, notamment quand on a des clients industriels. Au fond, les particuliers, il y a des modèles, c'est relativement facile à prévoir.
il y a du boulot, il y a des bons analystes, des bons ingénieurs qui font ça. Voilà, quand on a des industriels, quand vous êtes un petit fournisseur, enfin, bon, que vous avez un industriel qui a un four à art qui s'arrête, parce qu'il y a une anomalie, vous avez trop d'énergie sur les bras, que vous revendez à vil prix aux écarts, à RTE. Voilà, donc c'est vraiment une gageure. La prévision est quelque chose de complexe, mais ça, c'est le boulot d'un fournisseur. Mais du coup, au fond, les marges sont relativement faibles par rapport au risque. Et l'année 2020 a été vraiment très significatif, puisque tous les fournisseurs, notamment d'électricité, qui vendaient à des industriels l'année dernière, ont tous perdu beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup. Pourquoi? Parce que du jour au lendemain, notamment au mois de mars et d'avril, l'industrie s'est arrêtée. Et eux, ils avaient de l'énergie en trop sur les bras. Et ils l'ont vendu avec le prix à un moment qui baisse. Alors, qui n'a pas tant baissé que ça, parce qu'il y a eu très vite l'annonce d'EDF de la baisse de la production nucléaire. Mais très vite, et donc il y a eu des pertes. Il y a eu des pertes il y en avait certains, chaque jour, ils perdaient plusieurs millions d'euros. Voilà. Voilà donc un métier malgré tout complexe. L'autre risque est très fort, c'est le risque client, parce que vous avez compris, il y a une petite marge. Un client vous paye pas. En général, c'est la marge des 10 clients que vous avez signés avant que vous ne récupérerez jamais. Une entreprise qui ne paye pas, qui est en redressement judiciaire, vous perdez 3 mois de facturation, à peu près, 3-4 mois. Si vous gérez bien, si vous gérez mal, c'est 6 mois. Donc, tout ça fait que c'est des risques importants et c'est pour ça que le métier de commerce, moi qui m'occupe, enfin, quand on s'occupe de vente auprès de clients, entreprises, la première chose qu'on demande, qu'on va aller voir, c'est est-ce que le client a une bonne solvabilité financière. Je ne crois pas que ça existe dans beaucoup de secteurs. Voilà, donc, pour résumer, des marges faibles et des risques élevés. Et puis, voilà, mais bon. Et puis, les principaux challenges, c'est bien sûr, il faut faire du développement commercial. Alors là c'est quand on a un alternatif, quand l'historique, c'est plus simple, en tout cas pour ce point-là. Il faut se développer commercialement parce que pour être rentable, pour payer les systèmes d'information, pour payer il faut avoir beaucoup de clients. On ne peut pas être rentable avec peu de clients, c'est pas possible. Ou alors, c'est pas possible. Donc, il faut faire du développement commercial, il faut facturer. Alors, facturer, il faut prendre les flux de l'hélice et les transformer en facture. Et puis, il faut s'assurer qu'à tout moment, ce que soutirent nos clients est égal à ce qu'on achète ou à ce qu'on met sur le réseau. Donc, voilà. Donc, c'est un métier, j'ai souvent entendu parfois les alternatifs ou les fournisseurs s'en mettent plein les fouilles, etc. C'est pas vrai. Au fond, les fournisseurs en Europe qui sont rentables, il y en a très peu. L'aval, c'est pas du tout le métier le plus rentable. Et vous voyez d'ailleurs dans les grandes réorganisations des électriciens ou des gaziers aujourd'hui, c'est jamais l'aval qui compte. Oui, on le prend avec, etc. Mais c'est jamais l'aval qui compte. Voilà, parce que l'aval, c'est pas une activité très rentable. Alors, il reste quand même chez certains, et notamment ceux qui ont des gros parcs, je pense à l'opérateur historique, des gros parcs de clients au tarif réglementé qui ont une activité rentable, mais c'est pas du tout le cas, que ce soit en France d'ailleurs et dans les autres pays européens. C'est une activité où au fond les marges sont relativement faibles. Si on compare avec les GRD, c'est plutôt l'inverse. C'est des gros investissements. Par contre, en termes de cash généré, c'est considérable. Je sais que certaines années, Enedis, c'était 25% du cash de l'EBITDA d'EDF. Voilà, donc c'est deux métiers de l'aval qui obéissent complètement à des logiques différentes. Alors, on en est où donc de cette dynamique concurrentielle on en est où donc alors, j'ai fait une diapositive sur les clients résidentiels et une diapositive sur les clients non résidentiels. On va dire que pour les clients résidentiels, c'est relativement… en gros, l'opérateur historique en électricité perd à peu près 50 à 100 000 sites par mois.
c'est à peu près ça, ça dépend des mois, etc. Ça reste malgré tout un marché très concentré, sans doute, alors en tout cas dans les pays européens, des grands pays européens, je ne suis pas allé voir l'ensemble, de loin, la France reste le pays où la concentration est le pays le plus concentré, c'est-à-dire là où les fournisseurs historiques ont le moins perdu. Vous voyez qu'il n'y a pas, pareil, il n'y a pas la même chose en gaz et en électricité. De façon générale, le marché électricité est bien moins ouvert que le marché gazier. Donc voilà, ça continue, ça rentre un peu dans les mœurs, ce changement. Alors on essaiera de voir pourquoi. Il y a de plus en plus d'acteurs. Si vous regardez la télé au mois de juin, il y a une pub sur 3, c'est pour un fournisseur d'énergie. Pourquoi au mois de juin? Parce que c'est au moment où on déménage. Et pour gagner des parts de marché, quand on fait du résidentiel, c'est à ce moment-là qu'il faut faire de la pub. Parce qu'au fond, des changements de fournisseurs, il n'y en a pas tant que ça. C'est au moment où je déménage, tiens, qui est-ce que j'appelle? Donc, tout le monde rivalise d'ingénuité pour qu'on appelle le fournisseur en question. Un marché que je connais mieux, qui est le marché des clients non résidentiels, donc des entreprises et collectivités. Là, on voit qu'en fait, les gros sites, maintenant, EDF ne fournit à peu près, c'est récent, hein, c'est que 50% du volume aux clients non résidentiels. Alors, les opérateurs historiques ont encore plus de 70% de parts de marché en nombre de sites. En revanche, les grands sites, il y en a plus qui ont choisi d'autres fournisseurs. Pareil, il y a une dynamique, mais qui dépend plus qui n'est pas aussi régulière que sur l'électricité. Ça va dépendre des conditions, la fin des tarifs réglementés, etc. En gaz, en revanche, vous voyez que ça fait depuis plusieurs années, Gaz de France, Engie maintenant, ne fournit plus la majorité du gaz en France. Voilà, donc une dynamique concurrentielle qui s'installe, mais quand même dire que la France est quand même le pays, au fond, les grands pays européens le plus concentré. Je crois qu'en Angleterre, Centrica a pas plus de 30%. Pas plus de 30%. Voilà, donc voilà, en tout cas, une dynamique concurrentielle qui s'installe. Alors, maintenant, on va parler de coûts. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans une facture? Dans une facture d'électricité ou de gaz, on retrouve la même décomposition. D'une part, bien sûr, il y a le coût de l'électron, hein, le coût de la production. Il y a l'acheminement et les taxes. En électricité, pour avoir un marqueur, c'est 50, 25, 25. Alors là, je n'ai pas mis la TVA. C'est des diapositives que j'ai fait pour les entreprises, donc je n'ai pas mis la TVA. Donc, il faut rajouter encore la TVA pour les particuliers ou pour les entreprises publiques. Donc, on voit que la part taxe est quand même assez importante. On n'est pas dans l'essence, hein, on est à 90%. Mais pour un particulier, les taxes, c'est pas loin de 50% du prix de l'électricité. Hein. Voilà, si on rajoute la TVA à ça. Voilà, ça c'est des choses moyennes, des chiffres moyens, bien sûr, selon le niveau de tension, etc. Les chiffres peuvent un peu varier, mais c'est à peu près vrai. En gaz, le coût de la molécule est un peu plus haut, représente à peu près 60%. Il y a un peu moins de taxes. Vous savez qu'il était prévu une taxe qui se renforce, et puis les gilets jaunes, on a dit, bon, la taxe carbone, on va la limiter. Quand on est un acheteur, par exemple, d'un industriel, quand on fait jouer la concurrence, on va faire jouer que la partie rouge et la partie bleue. Pourquoi? Parce que bien l'acheminement, c'est des tarifs fixés par les pouvoirs publics. Donc, il n'y a pas de différence que vous soyez chez EDF, chez Engie, chez Vattenfall. L'acheminement, ce qui paye Enedis et RTE, est le même. Voilà, on peut bien sûr optimiser son TURP, donc on va choisir la bonne puissance souscrite, etc., etc. Mais il n'y a pas de c'est le même pour tous les fournisseurs. Pareil pour les taxes. Heureusement, les taxes sont les mêmes, mis à part la CTA qui est un peu différente entre les acteurs, mais ça va changer. Les taxes, voilà. Donc là, on va pouvoir optimiser, on va pouvoir obtenir des taux réduits pour certaines activités industrielles. Voilà. Et donc la concurrence, en fait, va se jouer sur 50% du prix sur l'électricité et 60% du prix pour le gaz. Alors, on va essayer de rentrer dans les briques rouges et bleues. Hein. De quoi ça dépend le prix de l'énergie, de la molécule, de l'électron? Comment on fait? Alors,
ça dépend bien sûr du profil de consommation et des prix de marché. Alors, concrètement, les fournisseurs, je vous donne, pour les particuliers, c'est différent, c'est des grilles de prix, mais concrètement, je suis un industriel, demain, je vais demander une cotation à un fournisseur, il va prendre ma consommation historique, il va en déduire ma consommation prévisionnelle, il va mettre ça dans un ordinateur avec une projection des prix de marché, et ça va donner mon prix unitaire, mon prix que pour moi. Alors, le profil de consommation en gaz, on ne rentre pas, c'est juste ce qui va jouer sur le prix, c'est est-ce que je consomme plutôt en hiver ou plutôt en été. On ne va pas regarder l'heure de consommation, on s'en fiche. En revanche, en électricité, vous le savez, l'électricité le prix de l'électricité varie chaque heure, donc on va vraiment prendre le profil horaire. Alors, pour les particuliers, c'est des profils types, mais pour des industriels, on va vraiment, les fournisseurs vont faire la cotation sur les points 10 minutes, donc les 54 000 et quelques appels de puissance points toutes les 10 minutes de l'année, et c'est là-dessus qu'ils vont en déduire un prix en fonction du profil. Donc, bien naturellement, quelqu'un qui consomme beaucoup la nuit et l'été paiera moins cher que quelqu'un qui consomme plutôt aux heures de pointe. Voilà. Je dis souvent qu'une discothèque au Cap d'Agde ou un supermarché de montagne, le prix qui consomme 100 MWh chacun, naturellement, la discothèque au Cap d'Agde paiera moins cher. En ce moment, c'est encore plus vrai. Voilà. Alors, en gaz, c'est assez simple. En gaz, le prix de la molécule, c'est quoi? Ça dépend des marchés de gros. Voilà. En électricité, c'est un peu plus complexe parce qu'il y a l'AREN. On va en parler juste après. On va focaliser quand même sur les prix de marché au début. Alors, là, vous voyez l'évolution des prix de gros du gaz naturel. J'ai mis l'indice principal, hein, il y a plusieurs indices. Voilà, je pourrais vous faire une présentation sur l'évolution des prix du gaz pendant une heure, je m'en garderai bien. Ce qu'on peut voir, c'est que les prix ont énormément monté jusqu'à 2008. À l'époque, c'était l'époque où on disait le dollar sera à 200 $, le baril sera à 200 $. Voilà, le gaz suivant beaucoup le prix du pétrole, voilà, puis ça s'est effondré. Ce que personne n'avait vu venir, c'est le boom du gaz de schiste aux États-Unis. Le premier importateur mondial devient exportateur et a plus de besoin. Heureusement pour les gaziers, il y a eu un peu Fukushima qui a permis de relancer la consommation japonaise, mais de façon générale, il y a quand même un surplus de gaz mondial aujourd'hui. Ça peut changer, mais en tout cas, voilà. Là, si on prend les dernières actualités, on voit qu'il y a une forte remontée, un peu comme toutes les matières premières. Il y a plusieurs facteurs, mais notamment, il y a la croissance asiatique, le CO2, voilà, ça pèse sur les prix. Sur l'électricité. Alors, l'électricité, alors là, j'ai une courbe un peu plus large depuis 2001. Vous voyez, moi, quand j'ai commencé dans le métier, j'ai vendu des contrats à 24 € du mégawattheure. C'était le bon temps pour les clients, en tout cas. Voilà, pareil, c'est monté jusqu'à la crise mondiale, hein, c'est monté jusqu'à 90 € du mégawattheure en juin 2008. Voilà, et puis après, voilà, je ne vais pas faire toute l'histoire. Ce qui est sûr, c'est que quels sont les principaux drivers du prix de l'électricité? Pareil, ça mériterait beaucoup de temps. C'est les coûts des combustibles, le prix du CO2 qui a un impact énorme, la disponibilité du nucléaire aussi. Voilà. Alors vous allez me dire, mais pourquoi en France, où on a quand même la majeure partie de l'électricité qui est fournie par du nucléaire, pourquoi on parle de prix de combustible? Parce ce qu'il faut savoir en électricité, c'est que le prix se met selon le dernier moyen de production appelé. Donc, imaginons c'est un peu virtuel, mais vous avez une centrale nucléaire qui produit, pour fournir la consommation, vous avez une centrale nucléaire, mais vous avez besoin juste d'1 mégawatt de centrale au gaz, et ben, il faut la payer, cette centrale au gaz. Donc, le prix va se mettre sur ce qu'on appelle le coût marginal du dernier moyen appelé. Voilà. Et comme en plus on est sur une plaque de cuivre, hein, parce que les prix entre la France et l'Allemagne, le Benelux se suivent complètement, hein, sont complètement corrélés. Et ben au fond, le prix de l'électricité en France et en Allemagne, au Benelux,
dépend beaucoup aussi des prix des centrales à gaz allemandes, et pas que, enfin, des différents pays. Voilà, là, vous avez vu, on est dans un pic, ça monte. Alors, ça a corrigé de 6 € hier. Je n'ai pas eu le temps de mettre les diapositives à jour. Voilà, un facteur très haussier des prix, c'est le coût du CO2. Le coût du CO2, alors vous dites, mais pourquoi le CO2? On a c'est ce que je vous ai expliqué, hein, on a une électricité non carbonée en France, ou très peu carbonée. Voilà, parce que toujours pareil, on prend le coût marginal. Le coût du CO2 pèse sur le coût de production des centrales à charbon, des centrales à gaz de nos voisins. On en a un peu en France, mais c'est quand même plus chez les voisins. Et donc, ça fait monter les prix. Le coût du CO2, on était encore l'année dernière à 20 €. Là, on est à 45. Ça peut monter encore. On ne sait pas. Certains disent c'est pas encore assez. Il faut que ça monte à 200 pour qu'on fasse des économies d'énergie, etc. Oui, c'est vrai, mais à l'arrivée, l'ensemble des consommateurs, industriels, etc., payent ça très cher. Voilà. Alors, en France, on a le prix de marché, mais on a l'Arenh. Alors, l'Arenh, rapidement, bon, je suppose que vous savez ce que c'est, mais je vais essayer de revenir quand même au basique. À un moment, il y avait eu un mécanisme intermédiaire quand les prix sont montés comme ça. Vous avez vu, à un moment, on a dit en 2007, les industriels français ont dit c'est pas possible. Donc, on est tombé sur un mécanisme, une sorte de retour à un tarif régulé qui s'appelait le TARTAM, qui était plus haut que le tarif réglementé. Et puis, l'Union européenne trouvait que ça allait pas, ce système. En plus, il y avait des problèmes de concurrence, etc. Et donc, ce qui a été construit à l'époque par le gouvernement français, par EDF, etc., c'est de dire, OK, on va faire en sorte il y avait deux objectifs. D'une part, c'est faire bénéficier le consommateur français de la rente nucléaire. Et d'autre part, permettre une concurrence. Il y avait ces deux buts-là qui étaient recherchés par le but de l'AREN. Donc, le mécanisme, qu'est-ce que c'est? C'est que EDF doit vendre jusqu'à 100 TWh chaque année aux fournisseurs concurrents, aux fournisseurs alternatifs, à un prix régulé qui est de 42 €. On reviendra sur ce prix-là, pour permettre à ce que l'ensemble des clients, qu'ils soient chez EDF ou chez d'autres, puissent bénéficier d'un prix régulé. La logique, c'était, OK, ces centrales nucléaires amorties, il faut en faire bénéficier le consommateur qui a, à un moment, payé pour ces centrales. C'est la logique. C'est la logique. Alors, vous allez me dire, mais c'est trop facile, avec les prix de marché à 65, là, les fournisseurs, ils n'ont qu'à acheter à 40 et ils revendent à 65. C'est vrai que ça serait facile. Ça serait facile, voilà. Non, on peut acheter qu'à hauteur de son portefeuille. Donc, concrètement, un fournisseur peut acheter, chaque client donne des droits ARENH, et ces droits ARENH, ils sont calculés pour chaque client en fonction de la consommation pendant des heures de faible consommation. Donc, chaque client a un droit ARENH, voilà. Et le fournisseur alternatif, Engie, Total, ne peut acheter que la somme de ses droits ARENH de l'ensemble de ses clients. S'il achète trop, il se fait pénaliser assez fortement. Il se fait pénaliser. Il y a une tolérance à 10% où on annule son avantage, et au-delà, il y a des vraies pénalités. Voilà. Alors, et pour les clients, comment ça se passe? Je suis un client industriel, j'ai une courbe de charge, on la voit là. J'ai un droit ARENH qui est un bandeau. L'ARENH, c'est un produit, une bande de puissance constante. Et puis, ça ne couvre pas toute ma consommation en général. Alors, il y a les industriels qui ont un profil très plat, ça couvre. Ça peut aller très haut, mais en général industriel classique. Le fournisseur, donc pour le fournir, il va acheter de l'ARENH et il va acheter le complément sur les marchés de gros. Voilà. Alors, vous allez me dire, donc le prix a été fixé, pendant c'était en 2010 ou 2011, a été fixé à 42 €.
à 40 pendant 6 mois, puis à 42 €, d'où il sort 42 €. Alors, moi, je me rappelle des débats à l'époque. Il y avait bien sûr l'opérateur EDF qui disait il faut que ce soit plus haut, je crois que 52 à l'époque. Sachant qu'on devait, ça devait être basé, la loi disait que ça devait être basé sur le coût du nucléaire historique. Il y avait des débats, bien sûr, de toute façon, la façon dont on fait les calculs, les taux d'actualisation, vous pouvez prouver plein de coûts, ça dépend de qui fait l'analyse. Ce qui est sûr, c'est que le prix de l'ARENH, il a été déterminé le même mois que Fukushima. Et au fond, moi, je me rappelle très bien que le prix qui devait sortir, ça devait être 38. C'était dans les milieux autorisés, on disait que l'ARENH allait sortir à 38. Et puis, il y a eu Fukushima. On s'est dit, c'était trop tôt encore pour mesurer toutes les conséquences. On n'avait pas encore en tête le grand carénage, toutes les mesures de sécurité qu'il fallait mettre. Mais on s'est dit, oula, il va falloir quand même provisionner et mettre un peu plus. Voilà. On arrive à 42. 42, ça date depuis longtemps, hein, puisque 2010-2011. On ne peut pas dire que c'est une actualisation très forte. C'est un prix qui est aujourd'hui bloqué par la Commission européenne parce que la France a dû obtenir une dérogation pour ça, donc on ne touche pas pour l'instant à ce prix-là. C'est bien sûr un des enjeux fondamentaux de la discussion autour du projet Hercule. Alors, avant d'aller dans peut-être une analyse critique de l'ARENH, juste un point aussi important, c'est que l'ARENH, ça fait... Tout le monde en voulait. Tout le monde en voulait, bien sûr, parce que quand vous avez le marché, en tout cas, quand vous avez le marché à 60 €, acheter son électricité à 42 €, c'est bien. Et donc, les fournisseurs ont acheté, vous avez vu, il y a un développement de la concurrence, etc. Et du coup, depuis 2019, l'ARENH, il y a trop de commandes par rapport à la consommation, aux demandes ARENH. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Vous voyez, là, il y a quand même une surcommande assez forte. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On baisse le taux d'ARENH pour tout le monde. Et quelque part, quand on connaît, au mois de décembre, quand on connaît le taux de dépassement, les fournisseurs alternatifs rachètent l'électricité qui leur manque, qu'ils n'ont pas eu sur les marchés. Donc voilà, donc ça, effectivement, ce plafonnement, c'était signalé tout à l'heure, a entraîné des coûts pour les consommateurs. Un point important, c'est que l'ARENH détermine le prix, vous l'avez compris, pas mal des fournisseurs alternatifs, mais détermine aussi EDF, quand il fait une offre, même s'il ne va pas demander de l'ARENH à lui-même, mais pour construire son offre, doit faire comme s'il était un fournisseur alternatif pour construire son offre. Donc, le prix de l'ARENH est assez fortement directeur. Et pareil, on utilise l'ARENH aussi pour construire, en tout cas la bande ARENH, pour construire les tarifs réglementés. Donc, c'est un mécanisme qui, au fond, fixe une grande partie du prix de l'électricité en France, en tout cas le limite. Alors, et je suis sûr qu'on en pourra en débattre ensuite, mais le bilan là-dedans. L'ARENH, et je ne suis pas sûr que tout le monde sera d'accord avec moi, mais c'est avant tout une réduction importante du prix de l'électricité pour les consommateurs. J'ai entendu dire, souvent c'est ce qu'on dit, c'est de la subvention aux fournisseurs alternatifs, etc. On verra que ça peut être vrai, mais c'est avant tout un moyen qui a été de protéger les consommateurs français des hausses des prix. Je peux vous dire que moi, ça m'arrive souvent de faire des offres avec de l'ARENH intégré, de comparer des offres avec de l'ARENH intégré, des offres sans ARENH. Je peux vous dire, pour des industriels, il n'y a pas photo. Les offres avec ARENH, voilà. Donc, ça a permis quand même, cette notion de restituer la rente nucléaire française aux consommateurs français, elle a eu lieu. Alors, bien sûr qu'il y a un débat. On peut se dire, mais non, mais la rente nucléaire, elle n'appartient pas aux consommateurs français, elle appartient à EDF. C'est un vrai débat et on aurait besoin de cette rente plutôt que la restituer aux consommateurs français. Il faudrait qu'on s'en serve pour le grand carénage, pour investir dans les nouvelles centrales, etc. Il n'empêche que l'objectif du départ, qui était de restituer cette rente nucléaire aux Français, ça a été atteint. Alors, attention, il y a quand même des biais techniques et notamment, il y a une vraie... le mécanisme est asymétrique parce que les années où le prix de marché était inférieur au prix ARENH,
Les fournisseurs alternatifs se sont pas jetés sur l'ARENH. Bon, tout le monde aurait fait pareil, mais bon, il n'empêche. Donc, il y a quand même des biais techniques qui sont embêtants. Il y a eu des contrats un peu mal calés, etc. Il y a eu des moments, et ça a été fait par certains fournisseurs alternatifs qui avaient vendu des contrats sans dire aux clients qu'il y avait de l'ARENH et qui ont quand même commandé l'ARENH pour le client et donc qui ont, voilà. Il y a des choses comme ça. Mais au fond, en tout cas moi c'est ma conviction, c'est que malgré tout, si on prend les grands ordres de grandeur, le mécanisme a permis quand même de protéger le consommateur français de l'impact des prix. Voilà. Alors c'est vrai que c'est un vrai manque à gagner pour EDF. Hein, Jean-Bernard Lévy parle de poison. Alors nous on a fait un petit calcul. Si on compare l'ARENH et le prix de marché, hein, on fait la différence. Sur le volume vendu, c'est 650 millions d'euros. Par an, c'est certes important, mais c'est pas ça. EDF, c'est à peu près un résultat d'exploitation de 15 milliards, donc ça a son importance, etc. Voilà. On a parlé de poison. Voilà. Donc, pour moi, l'ARENH quand même a réussi son objectif. C'est évident qu'il faut qu'on en change. C'est évident que le prix de 42 maintenant est trop bas. C'est un prix, quel prix de quelle communauté n'a pas été actualisé depuis 10 ans. Maintenant, ça a quand même atteint son objectif. Et quand on voit dans le projet Hercule que le prix qui est annoncé, c'est 49, eh ben, moi, j'ai pas d'avis sur la question. Je sais, il faudrait rentrer dans les comptes, dans les comptes d'EDF, etc. Mais ça me semble, je tombe pas de ma chaise en voyant ça. Voilà, mécaniquement, ça aura bien sûr un surcoût très important, enfin significatif, pour les Français, qui soient d'ailleurs le consommateur résidentiel, et puis pour le consommateur industriel ou commercial. Alors, rapidement, on est quand même en France, donc on a quand même des taxes. Je ne vais pas rentrer dans le détail des taxes, mais vous dire qu'on a vu l'augmentation des taxes quand même au fil des ans, même si elles se sont stabilisées. Hein, il faut dire qu'elles se sont stabilisées. La plus grosse taxe en France, c'est la CSPE en électricité. Donc, à la base, ça a été fait payer pour payer les tarifs sociaux de l'électricité, le raccordement, la différence de coût pour les zones non raccordées au réseau, donc les îles, etc. Et puis surtout le financement du renouvelable. Ça montait. Hein. Au début, c'était pas à 4 euros. Après, ça a fini à 22,50 €. Et puis, au bout d'un moment, la charge est trop importante. Donc, on a mis ça dans le budget de l'État. Hein. Donc, le surcoût, l'intégralité du surcoût des renouvelables n'est pas dans la CSPE. Hein. Maintenant, voilà, ça a été plafonné. À un moment, on a dit non, on peut pas mettre tout le surcoût des renouvelables dans les factures d'électricité. Alors que pendant un moment, c'était le cas. Il y a les taxes locales, il y a la CTA donc, qui sert à financer une partie des retraites des agents d'ISG, et puis une TVA en France. Alors, la particularité du gaz et l'électricité, c'est quand même qu'il y a des taxes sur les taxes. Donc, il y a de la TVA, il y a de la TVA sur les taxes locales, il y a de la TVA sur la CTA. Sur le gaz, il y avait une augmentation de la TICGN, qui est la taxe carbone, en fait, prévue, qui était massive. Ça a été stoppé avec le mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que ça repartira un jour? On verra. Alors, dernier point sur les coûts dont je voulais vous parler, c'est une tendance, parce que la facture d'électricité, notamment, c'est quand même un bon moyen pour payer des politiques publiques. Je serais un peu méchant en disant que c'est un peu parfois on fait des petites hausses, ça se voit pas trop, et c'est mieux que ça passe plus facilement que de dire qu'on augmente les impôts, etc. Il y a deux choses qui ont contribué à l'augmentation de la facture d'électricité ces dernières années. Un qui est vraiment lié au mécanisme, au système électrique, c'est le mécanisme de capacité. Je vais en parler ensuite. Et puis, il y a les certificats d'économie d'énergie. Mais donc, on a le coût dans les factures d'électricité de certaines politiques publiques sont assez sensibles. Alors, on commence par les certificats d'économie d'énergie. Je ne sais pas si vous connaissez ce mécanisme, mais c'est que les fournisseurs de gaz, d'électricité, de fuel et d'essence sont tenus d'encourager leurs clients à réaliser des économies d'énergie. Pour ça, ils vont les subventionner et en échange, ils vont
ils vont recevoir des certificats d'économie d'énergie. Donc, très souvent, c'est les opérations, les combles à 1 euro, etc. C'est selon ce mécanisme, les ampoules gratuites, etc. Donc, c'est un mécanisme où, en fait, on va financer des actions d'économie énergétique chez les particuliers, chez les industriels, etc. Et c'est financé, chaque fournisseur, en fonction de son portefeuille de clients tertiaires, doit acquérir des C2E. Donc, comment il fait? Il va auprès des clients qui ont fait des économies d'énergie, il va en quelque sorte leur acheter leur facture. Donc, c'est un gros mode de financement des économies d'énergie en France, notamment dans le tertiaire. Mais, ça c'est bien, mais les fournisseurs, ils ont cette imposition-là. Et les fournisseurs, ils l'imputent aux clients. Donc, les certificats d'économie d'énergie, l'efficacité énergétique a un impact qui est très significatif maintenant, qui est très significatif, de l'ordre de 5% sur le prix de l'électricité et du gaz. Et on annonce l'année prochaine la 5e période. Alors, l'électricité s'en est mieux tirée que le gaz, mais il y a des obligations de collecte qui sont énormes. Je suis désolé, le graphe est peut-être un peu complexe, là, il faudrait plus de temps pour le présenter. Mais du coup, ça a un impact sur la facture des Français. Voilà, c'est une décision de politique publique. On veut faire des économies d'énergie, on le met dans la facture. On le met dans la facture, ça se voit pas trop parce que c'est dans les coûts des fournisseurs, etc. Voilà, ça c'est première hausse. Moi, la seule chose que je regrette, je n'ai pas jugé de la politique publique. Ce que je regrette, c'est que ça manque un peu de transparence, dans le sens où même si vous allez sur le site de la DGEC, donc de la direction, de l'administration qui s'occupe de ça, on vous dit on finance des actions d'économie d'énergie. On ne dit pas en fait que, in fine, c'est quand même les consommateurs d'électricité, de gaz et de fuel qui financent ces actions. Donc, tant mieux si vous faites changer votre chaudière, vous bénéficierez d'une aide, mais sachez que vous la payerez naturellement dans votre facture. J'ai dû oublier une diapositive. Le mécanisme de capacité, et je vais vite là-dessus, le mécanisme de capacité, vous savez qu'en France, à cause du chômage électrique, on a un problème de pointe. En France, on a un problème de pointe. Autant on produit quand même pas mal en base, on est plutôt exportateur, mais en pointe, 1 degré en plus, alors vous connaissez ça mieux que moi, c'est quasiment une tranche et demie ou voire 2 tranches qu'il faut démarrer. Et du coup, on a eu peur quand même, chaque année encore, on a un peu peur de ne pas passer la pointe. Il y a quand même donc on s'est dit comment faire pour financer les producteurs et comment faire pour protéger, pour faire en sorte que quand même il ait un revenu pour des centrales de pointe qui ne tournent pas, un complément de revenu pour qu'ils continuent à opérer, que les centrales à gaz ou les centrales de pointe continuent à être opérées. Donc c'est un mécanisme de capacité. Donc je ne rentrerai pas dans le détail du mécanisme, mais en gros, quand vous avez une centrale de production, que ce soit du nucléaire, du gaz, de l'hydraulique, etc., vous émettez des certificats de capacité, et ça, les fournisseurs sont obligés d'en acheter. Et donc, il y a un marché autour de ça. C'est un marché, c'est un nom, on a voulu faire un marché, le plus gros acheteur, c'est EDF, c'est le plus gros portefeuille de clients. Le plus gros vendeur, vous doutez bien qui c'est aussi l'opérateur historique. Donc voilà, donc c'est un marché. Ça a eu un impact assez fort sur les prix parce qu'il y a eu aussi une inflation du prix de la capacité. On ne sait pas trop pourquoi, à vrai dire, mais ça commence, pareil, à peser significativement sur les prix de l'électricité. Alors, le bilan sur l'évolution des prix. Pour les particuliers, on dit que depuis 10 ans, ça a monté de 50%. 50%. Alors, malgré tout, la chose positive, c'est que si on regarde la moyenne européenne, on est quand même en dessous, et notamment on est quand même en dessous largement de nos grands voisins, qui sont l'Italie, l'Espagne, en tout cas l'Allemagne, etc. Voilà, alors ça, bien sûr, on sait, ça vient du coût relativement bas du nucléaire. Ça vient aussi par rapport à l'Allemagne.
c'est que l'Allemagne aussi, ils préfèrent privilégier leurs gros électro-intensifs qui payent très peu de coûts d'acheminement. Ils ont une politique d'allocation des coûts, etc., plus en faveur des grands industriels que des particuliers, alors qu'en France, on a une culture plutôt de défendre le pouvoir d'achat des particuliers. Voilà. Pareil, là, à un moment, on a beaucoup entendu dans la presse, c'est la faute de la concurrence. La concurrence, je ne dis pas que ça ne pose pas de problème, mais la hausse des coûts, pour moi, et les analyses, elle n'est pas du tout liée à la concurrence. Elle est liée à pas mal de choses, je vous l'ai dit, une hausse des prix de marché, une hausse du TURP, donc de l'acheminement, une hausse de certaines taxes, etc. Mais au fond, ce n'est pas la concurrence qui a monté ça. On pourra en débattre tout à l'heure, voilà, mais c'est quand même le coût de pas mal de politiques publiques qui ont eu un impact assez sensible sur le prix. Pour les entreprises et les collectivités, alors là, je vous ai mis l'Opéra Index. Nous, chez Opéra Énergie, on suit le prix de l'électricité. Voilà, on voit qu'il y a un accroissement assez sensible depuis 2016, date à laquelle on a lancé cet observatoire. Voilà, vous avez la décomposition des différents coûts qui ont contribué à cette augmentation, et on voit qu'en fait, mis à part les taxes qui sont maintenant stables depuis 2018, mais il y a à la fois la partie énergie, à la fois la partie coûts réglementaires, et puis à la fois la partie taxe qui a augmenté. On reste quand même en France, allez, soyons positifs, sur une électricité qui est relativement bon marché, grâce au nucléaire, voilà. Mais moi, je suis quand même assez inquiet, pour toutes les raisons que j'ai dit, sur les mois précédents, notamment pour l'industrie. Moi, je m'inquiète beaucoup pour l'industrie parce que je pense qu'il faut défendre la compétitivité industrielle, et que, justement, en France, un des rares avantages qu'avait l'industrie française par rapport à ses voisins, c'était précisément son coût de l'électricité, et que là, avec toutes ces hausses du marché, etc., et la hausse annoncée de la reine dans le cadre du projet Hercule, là je vous avouerai que je m'inquiète pour la compétitivité industrielle de la France, qui n'avait pas besoin de ça vis-à-vis de nos voisins. Quelle tendance du marché aval? Alors, première chose, moi, ça fait longtemps maintenant que je travaille dans ce secteur. Tous les fournisseurs se demandent comment faire pour ne pas être comparé que sur le prix. Parce que vous l'avez compris, la qualité est la même. Comment faire? Comment je fais pour que il n'y a pas un comparateur, on ne vienne pas me comparer, on ne vienne pas me sortir pour quelques centimes d'euros par mégawattheure, etc. Comment faire? Comment on trouve le Graal? Bon, alors moi, de mon point de vue, personne ne l'a trouvé encore. Personne ne l'a trouvé. Certains ont fait des effets pour les particuliers, des thermostats connectés, etc. Mais on n'a pas trouvé le service additionnel qui permet vraiment de se différencier de façon marketing. Voilà. On l'a pas trouvé. De mon point de vue, on l'a pas trouvé. Alors bien sûr, et puis bien sûr, certains disent on a une bonne gestion chez nous, un service client en France, etc. Mais malgré tout, il n'y a pas cette chose qui fera qu'on gagnera des parts de marché avec quelque chose d'additionnel. Alors, il y a peut-être une seule chose, c'est l'électricité verte. Alors, l'électricité verte, et ça c'est un constat, vous allez, j'imagine que vous l'avez fait, tous les énergéticiens, moi, quand j'explique ce que je fais, à des gens qui ne sont pas énergéticiens, tu fais de l'électricité verte, un engouement fort et une image très positive, on va dire de l'homme ou de la femme de la rue, hein, mais aussi des entreprises. Et ça, c'est vraiment une vague de fond. Enfin, moi, ce que je vois, vous savez, les débats qu'on a entre énergéticiens, l'intermittence, le coût des subventions, enfin, j'imagine que vous avez sans doute déjà parlé de ça ici, ça ne joue pas. Ce n'est pas pris en compte. Donc, l'électricité verte est un moyen pour les fournisseurs extraordinaire de marketing. Et surtout, c'est extrêmement demandé par les particuliers, mais également les collectivités. Les maires veulent montrer qu'ils s'engagent pour la transition énergétique. Et enfin,
par les entreprises qui maintenant, de plus en plus, ont des obligations de montrer voilà, qu'ils font du RSE, etc. Et donc, voilà. Et donc l'électricité verte, c'est quelque chose de assez fondamental maintenant dans le marché. Je ne dis pas que tout le monde achète vert, mais en tout cas, la tendance, c'est vraiment une tendance forte. Autre tendance, c'est local. Alors, je suis sûr que certains parmi derrière l'écran dire oui, mais dans notre système français qui est tout interconnecté, l'électricité locale, on s'en fiche. Ça ne sert à rien. Enfin, peu importe. Au fond, l'électricité que je consomme, peu importe. Peut-être. Mais là, il ne s'agit pas de... Là, c'est un élément marketing. Les gens, comme ils veulent avoir des tomates qui poussent dans leur jardin, ils veulent avoir des panneaux solaires près de chez eux et idéalement chez eux. C'est comme ça, voilà. En tout cas, c'est la tendance aujourd'hui qui est très forte. Et vous voyez bien les publicités de tous, hein, y compris des opérateurs historiques. Ok. Voilà. Donc, ça reste quand même un moyen de différenciation pour les fournisseurs assez important. Alors, comment consommer vert? Rapidement, 3 moyens. Soit on verdit ses offres en achetant des garanties d'origine, j'y reviendrai ensuite. Soit il y a l'autoconsommation, on met des panneaux solaires sur son toit. Alors là, c'est plutôt pour les industriels ou le tertiaire. Ou alors, maintenant, une grosse tendance qui est assez forte, c'est qu'on va faire un PPA, Power Purchase Agreement, avec un fournisseur, par exemple, un grand parc solaire. Maintenant, on arrive sur des grands projets à un coût de production de 50 € par mégawattheure. Pour un grand industriel, pour la SNCF, par exemple, ou des choses comme ça permet d'avoir un talon, hein, juste un petit bout, mais d'électricité déconnectée du prix de marché, vert, etc. Le temps me manque, donc je ne pourrais pas rentrer dans le détail de ces mécanismes. Rapidement, sur les offres vertes, le mécanisme, ils sont tous adossés à des garanties d'origine. C'est même une obligation légale. Concrètement, quand vous êtes producteur d'électricité verte, vous produisez votre énergie, vous vendez sur les marchés ou au réseau ou à EDF en obligation d'achat, et puis vous vendez votre garantie d'origine. La garantie d'origine, elle permet ensuite, elle est rachetée par les fournisseurs d'énergie verte ça permet de garantir qu'il y a autant d'énergie verte qui est vendue aux clients, injectée sur le réseau, que celle qui est vendue aux clients. Alors, il y a tout le monde, tous les fournisseurs vendent des offres vertes, tous. Il y a la plupart, c'est des offres standards, donc c'est des garanties d'origine européennes. Très souvent, les grands fournisseurs, à un moment, on disait on vend de la norvégienne, parce que là-bas, il y en a beaucoup, c'est un mécanisme européen. Il y a beaucoup de centrales, vous savez, il y a beaucoup de barrages, mais voilà. Bon, vous voyez que la plus-value environnementale de ce type d'offre, elle n'est pas évidente, puisque c'est des choses qui sont déjà amorties, etc. Et donc, du coup, maintenant, de plus en plus, le consommateur est plus averti. Donc, on essaie de trouver davantage de plus-value environnementale. Donc, chaque fournisseur essaye de trouver un peu son offre. Donc, il y en a qui proposent un achat direct avec le fournisseur, d'autres qui vont dire que c'est du temps réel grâce à la blockchain, d'autres qui vont dire « ouais, mais moi, c'est plus vert parce que je n'achète pas d'arène pour vous fournir. Moi, je vous donnerai des outils de communication. » Bref, pour s'y retrouver dans les offres vertes, si on a une démarche environnementale, c'est pas si simple et il faut voir, en fonction de son engagement environnemental, ce qu'on veut faire, comment s'y retrouver. C'est ce que j'ai appelé la recherche de l'additionnalité, parce que quelle offre verte a vraiment une plus-value environnementale? Il y en a qui en ont effectivement, il y en a d'autres, ça me semble un peu plus suspect, mais voilà. Désolé, je me presse un peu parce qu'on me fait signe que le temps presse. Et puis, je vais vous parler du dernier sujet hein, qui est essentiel. Alors, je ne parlais pas de l'intégralité du projet Hercule, j'imagine que vous en parlez beaucoup entre vous. Je vous rappelle ce que c'est. Hein, donc, Hercule, maintenant, ça s'appelle le Grand EDF hein, depuis la semaine dernière. C'est Bruno Le Maire qui l'a renommé comme ça. C'était faire face aux besoins de financement d'EDF et le mur de dette de 42 milliards. Enfin, c'est des chiffres qui ont été annoncés. Donc, le projet Hercule, c'est quoi? C'est de séparer, on va dire, EDF en 3 grandes parties. En 2 grandes parties. D'une part, une partie 100% publique, dans laquelle on logerait le nucléaire, RTE, en tout cas la participation dans RTE, puisque vous savez qu'il y a Caisse des dépôts qui en a 49%. On mettrait aussi dans cette partie-là, même si ça serait une autre filiale, EDF Azur, les barrages hydroélectriques, ça permettrait d'échapper à l'obligation de mise en concurrence européenne. Et puis de l'autre côté,
on mettrait une partie ouverte, cette fois-ci, aux capitaux privés. Alors, on ne connaît pas le pourcentage, hein, j'ai mis ce qui était supposé. Donc, l'EDF vert, dans lequel on mettrait la commercialisation, dans lequel on mettrait les énergies renouvelables, développement EDF, énergie renouvelable, etc. Et on mettrait Enedis. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Enedis et pas à gauche? Voilà. Alors, pourquoi Enedis et pas à gauche? C'est pas un choix rationnel et intelligent, c'est parce que Enedis, pour rendre attractif le côté vert, eh ben, il fallait quand même mettre Enedis, c'est un très bel actif, tout simplement parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une machine à cash. Et puis c'est facile, il y a très peu d'aléas. Il y a très peu d'aléas. On demande à la CRE, on négocie avec la CRE le tarif, on négocie un taux de rémunération de ses capitaux. C'est pas facile techniquement, mais en tout cas, par rapport à un business concurrentiel, c'est quand même bien. Et donc, pour mettre plus de poids côté EDF vert, ça a été le choix. Voilà, mais en toute logique, il aurait dû être à gauche, puisque c'est une activité monopolistique. Alors, moi, je vais vous donner les questions que ça me pose sur le côté aval. Vous êtes bien plus expert que moi pour juger si est-ce que c'est bien d'isoler le nucléaire quelque part. Moi, j'ai entendu dire, alors pas beaucoup à vrai dire, mais que ça serait bien qu'il y ait un nucléaire de combat plutôt qu'un nucléaire laissé dans ce grand bateau qui est de plus en plus, qui est EDF, qui est de plus en plus difficile à piloter et que se recentrer, ça se ferait du bien. C'est pas l'avis majoritaire que j'ai quand même entendu de la filière, mais je me permets de le partager. Pour le marché aval, c'est quoi? C'est annoncé, hein, et puis c'est une des raisons, une hausse de la reine de 42 à 49 euros. C'est assez sensible, donc ça va, tous les Français vont entre guillemets le payer. Alors on peut dire, bah, c'est un simple rattrapage, c'est logique. L'électricité, ça a un coût. Voilà, moi j'ai calculé que pour les industriels, c'était quand même un surcoût de 3 milliards d'euros, parce que les dernières choses qui sont sorties, on a dit, maintenant, l'ARENH, c'est une demande de la Commission européenne, ne bénéficierait aux TPE, bénéficierait aux particuliers, mais plus aux industriels. Et ça, et aux entreprises. Et ça, si c'est confirmé, on n'en est pas là. Moi, je pense que EDF ne se fera pas forcément, en tout cas dans sa forme actuelle, avant les présidentielles. Ça n'engage que moi. Je ne suis pas la place de Bruno Le Maire ou de la Commission européenne. Mais voilà, ça aurait un impact, la fin du bénéfice de l'ARENH pour les entreprises aurait un impact sur le coût extrêmement fort. Extrêmement fort. Voilà, 3 milliards, moi j'ai estimé pour l'industrie. On peut dire 3 milliards, c'est pas tant que ça. Si, c'est beaucoup. Au moment où on supprime une partie des impôts de production, renchérir le coût de l'électricité, qui n'avait pas besoin de ça avec les choses, c'est quand même interpellant. Ensuite, sur le côté qui peut être intéressant autour du projet Hercule, c'est quand même une clarification des activités régulées et concurrentielles d'EDF. Alors, pas complètement, puisqu'Enedis est placé du mauvais côté. Mais au fond, ces grands groupes EDF, mais c'est un peu, dans une moindre mesure, Engie, à la fois des missions de service public et des missions concurrentielles. Et aujourd'hui, dans le système actuel, il y a trop de... C'est pas simple, enfin, c'est mon point de vue, parce qu'il y a des subventions croisées, parce que alors, subventions croisées est peut-être un peu fort, mais c'est pas... on met pas la part des choses. L'avantage d'un projet comme ça, et ça permettrait de clarifier ce qui est plutôt on va dire de l'intérêt national, et puis ce qu'il est un peu moins, et qui peut être dans la partie privée. Voilà, on verra. Aujourd'hui, j'ai pas d'infos malheureusement privilégiées sur ce que va devenir l'ARENH. Moi, je vous dis que le calendrier, au vu de l'opposition qui est quand même générale, parce qu'on n'entend pas grand monde, mis à part la direction d'EDF, défendre ce projet-là, je la vois mal se faire avant les présidentielles. Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra financer l'opérateur si on veut relancer le nucléaire, etc. Ça, on verra ce qui se passe dans les prochaines semaines. De toute façon, on devrait avoir la réponse, à mon avis, d'ici l'été, si ça se fait avant l'été. Voilà, je vous remercie. J'espère que j'ai été clair et je suis prêt pour vos questions.
Merci beaucoup, Monsieur De Gouve. Je pense que merci pour ce panorama très très clair de quelque chose qui était quand même assez confus, je pense, pour la plupart d'entre nous, sur la commercialisation du gaz et de l'électricité. Alors, on a un certain nombre de questions, pas très nombreuses, et il y a aussi des commentaires. Donc, je voudrais peut-être commencer par une question à laquelle vous avez déjà un petit peu répondu sur les TRV, les tarifs régulés de l'électricité. Il y a une question concernant les tarifs régulés de l'électricité pour les clients particuliers. On a vu que pour l'instant, ils perduraient. Pensez-vous que ces tarifs vont disparaître? Moi, alors, c'est difficile de prévoir. Moi, je pense pas. En tout cas, c'est pas prévu dans la loi, et je pense qu'il y a au fond pas grand monde qui le demande aujourd'hui. Il y a pas grand monde qui le demande. C'est pas inscrit dans la loi. Donc, moi, je crois qu'ils vont perdurer. Pour l'instant, je crois qu'ils vont perdurer. Et j'ai l'impression que la Commission européenne, dans sa doctrine actuelle, autant est assez sensible à la disparition pour les entreprises, mais en revanche est moins exigeante pour les particuliers. Voilà. Après, ça dépendra. Et puis que la classe politique française n'y est pas favorable. Voilà. Donc, je ne suis pas très pessimiste pour les tarifs réglementés électricité, même si je me permets d'ajouter que c'est quand même aujourd'hui, alors c'est toujours le débat, c'est quand même aujourd'hui des offres qui sont toujours plus chères que les offres de marché pour les particuliers. Maintenant, on peut se dire inversement, et je me fais l'avocat de l'autre côté, que s'ils étaient supprimés, peut-être que les offres de marché seraient plus haut. Alors qu'aujourd'hui, les fournisseurs alternatifs, ça permet en fait de faire un plafond du prix. Et c'est pour ça que je pense que l'électricité est un bien essentiel. Pour les particuliers, ça me semble pas une mauvaise chose qu'on garde les TRV. TRV pour les particuliers. Merci pour cette réponse. Ensuite, il y a un commentaire un peu sur l'ouverture du marché de l'électricité en France et ses conséquences. Depuis l'ouverture du marché de l'électricité en France, les prix du marché de gros suivent à peu près les évolutions des combustibles, alors que l'électricité en France est indépendante des combustibles à plus de 90%. D'où une certaine instabilité des prix qui est pénalisante. Des commentaires par rapport à ça. Effectivement, on est en fait l'ouverture, c'est quand même l'ouverture de la plaque de cuivre. Donc maintenant, le prix est européen. Et si vous regardez le prix des gros en Allemagne et en France, alors il y a un petit spread entre les deux, mais ça se suit, les courbes sont vraiment superposées. Et donc du coup, on va prendre comme les systèmes sont complètement interconnectés sur cette plaque de cuivre. Encore une fois, on n'est plus seul. On est influencé par le prix, les combustibles des centrales allemandes. Enfin, il n'y a pas que les Allemands, les Belges aussi, les Hollandais. Enfin, toute cette plaque de cuivre. Donc, il y a une réponse un peu à une de vos explications. Ouais. OK pour que la composante peak load, donc peak, suive le prix des combustibles, mais pas la composante base load, qui en France correspond à une production essentiellement nucléaire. Oui, je suis d'accord, mais malheureusement, et ça c'est même antérieur. Enfin, le prix de l'électricité, c'est vraiment ce qu'on a. Donc, vous savez, au départ, il y a le renouvelable qui est la priorité. Ensuite, l'électricité de base, le nucléaire. Ensuite, et l'hydraulique au fil de l'eau, et puis ensuite, en fonction de la consommation, on va appeler des moyens un peu plus chers. Donc, et on finit les mardis de janvier où il fait très froid entre 8h et 20h avec la centrale de fuel, elle n'existe plus. Enfin, voilà, on appelait ça. Et donc, c'est ce prix de cette dernière centrale appelée qui va faire le prix, qui va faire l'intégralité du prix. Et en électricité, c'est un peu contre-intuitif, mais c'est pas le prix moyen. On pourrait se dire, bah, on va faire la moyenne de tous les prix. Non, c'est le prix de la dernière centrale appelée. Alors, quand on est un fournisseur EDF en France nucléaire, c'est pas mal, parce que vous avez quand même une grosse partie de votre courant
que vous pouvez vendre bien plus cher que le coût de production. Voilà. Voilà. Donc, c'est comme ça que se font les prix de l'électricité. Alors, c'est un peu plus complexe que ça, mais voilà, c'est ça. Il faudrait peut-être que je regarde là, d'ailleurs. Merci beaucoup. Donc, on va passer à quelques questions sur l'Arenh. Vous imaginez que ça suscite pas mal de questions. Ouais. Donc, une première question. Comment expliquer si l'Arenh fixe le prix de l'électricité de manière générale et que son prix est fixe depuis 2010, oui, une augmentation de coût du kilowattheure pour les consommateurs? Comment ça s'explique? Alors, plusieurs choses. Donc, il y a plusieurs éléments. Déjà, il y a le complément de prix. Hein, oui. le complément parce que l'Arenh ne couvre jamais tout le profil. Donc, il y a le complément qu'on doit acheter au marché, oui, qui peut évoluer. Alors, il y a eu des moments de baisse, mais des moments de hausse. Il y a l'évolution de ces coûts réglementaires, ce que j'appelle les coûts réglementaires, le marché de capacité, les C2E. Il y a les éventuelles taxes, le coût du plafonnement de l'Arenh, parce que si ça a un impact, comme quand on arrive en haut, comme on dépasse, on a moins, chaque consommateur a moins d'Arenh, du coup les fournisseurs doivent racheter au prix de marché, voilà. Donc tous ces éléments, en fait, c'est une conjonction d'éléments, beaucoup réglementaires quand même, hein, qui ont justifié ça, et quand même le prix de marché global qui a augmenté depuis quelques années. Si on pousse un peu le bouchon, peut-on envisager une disparition totale de l'Arenh? Et quelle en serait la conséquence? Oui, je pense qu'on pourrait envisager une disparition totale. L'Arenh, normalement, s'arrête en 2025. L'Arenh s'arrête en 2025. On pourrait envisager ça. Il y aurait la conséquence, ça serait tout simplement une augmentation très sensible du prix pour les consommateurs français. Je ne pense pas que ce soit l'ordre du jour. Hein. Monsieur Legault, une autre question concernant l'Arenh. Est-ce qu'on peut nous sortir une Arenh pour l'énergie d'origine hydraulique? Et qu'est-ce qui est en train de se tramer là-dessus? Ah, alors malheureusement, hein, vous l'avez compris, je suis pas dans les. J'avais plus d'infos quand j'étais chez un grand énergéticien. Non, ça avait été évoqué à un moment de mettre la grande hydro. De dire la grande hydro, c'est un peu le même mécanisme que le nucléaire. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas vu de choses vraiment sortir sur ce point. C'est évoqué depuis longtemps et même au début de la première Arenh, ça avait été évoqué. Maintenant, je pense que les opérateurs, les deux gros, le plus gros producteur, c'est bien sûr EDF au niveau hydroélectrique. Le deuxième, c'est Engie, hein, qui a quand même la CNR, enfin, à moitié, et la CHEM. Personne n'a trop envie qu'on vienne limiter le prix de vente sur cette énergie. Très bien. Une question là concernant le CO2, hein, le carbone. Si le CO2 restait durablement au-dessus de 50 €, quel impact cela pourrait-il avoir sur les fournisseurs alternatifs qui n'auraient pas de moyens de production? Quelque part, les fournisseurs alternatifs, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent, quand ils vendent, ils achètent immédiatement. Donc, en fait, quelque part, le prix, au fond, les impacte pas trop, paradoxalement. Alors, ça, c'est la théorie. Hein. Normalement, quand vous êtes un fournisseur, en tout cas, c'est ce qu'on apprend chez les grands énergéticiens, vous restez jamais ouvert. Vous ne vendez pas un client à 50 si vous n'êtes pas sûr d'avoir acheté sur les marchés à 48. Parce que sinon, si les prix de marché passent à 76, eh ben, vous n'êtes pas bien. Voilà. Donc, en théorie, quelque part, la santé des fournisseurs alternatifs, elle dépend pas. C'est pas très important dans le prix de marché. Ceci étant, pour certains petits fournisseurs alternatifs, acheter de l'énergie, comme ils achètent sur la bourse de l'électricité, ils achètent, c'est du trading. Quand on achète en trading, quand les opérations de trading, il faut laisser des appels de marge. C'est-à-dire que celui qui vous vend, il y a des mécanismes financiers il va dire, OK, mais je te vends de l'énergie pour l'année prochaine, mais par contre, si le prix monte,
pour être sûr que tu ne me laisses pas une ardoise, tu dois me payer un bout, maintenant. Et là, certains petits fournisseurs, si le prix montait beaucoup, c'est pas trop lié au CO2, pourraient avoir du mal, entre guillemets, avec une montée trop brusque, de financer ça. Pour moi, ça reste très marginal. Au fond, les fournisseurs ne sont pas si exposés au prix de… Voilà. Sauf s'ils ne sont pas couverts, mais c'est quand même un bon fournisseur, normalement, se couvre toujours. Maintenant, Alors, vous avez parlé des fournisseurs d'électricité verte. oui. Une question un petit peu dans l'autre sens. Y a-t-il un engouement pour des contrats d'origine nucléaire garantis? Bah, écoutez, je crois que la Sven a peut-être voit sa prochaine mission. Non, il y a pas ça. Ouais. On peut compléter d'ailleurs la question en disant, est-ce que vendre de l'électricité verte, vous avez dit c'est un beau coup de marketing, enfin un bon outil de marketing, mais est-ce que c'est pas une pure arnaque? Parce que ça revient à dire, je vends à un tel de l'électricité verte, mais en fait, j'enlève de l'électricité verte aux autres. Alors, je me garderai bien parce que l'électricité, vous l'avez dit au départ, c'est la même pour tout le monde. C'est pas traçable. L'électron, c'est le même. Et donc, c'est la moyenne qui compte. Voilà, c'est pas traçable. Alors, justement, c'est tout l'enjeu des fournisseurs, parce que des fournisseurs d'électricité verte, d'essayer de montrer l'additionnalité de leur offre. Alors, par exemple, en disant, si tu me payes un surcoût, la première additionnalité que tu peux faire, tu dis, OK, si tu me payes un surcoût pour l'électricité verte, il y a une partie du surcoût qui servira à financer des moyens de production verte. C'est un exemple qu'on peut mettre. Voilà. Certains disent, aujourd'hui, ce qui se fait beaucoup, c'est l'achat direct auprès du producteur. Certains petits fonds, Enercop, mais d'autres, hein, c'est pas les seuls, mais c'est eux qui ont commencé là-dedans, disent, bah non, nous, en fait, on achète les garanties d'origine, mais ensuite, on achète au producteur direct. OK, mais bon, il aurait écoulé sa production de toute façon, et on l'achète un peu plus cher que le marché. Pareil, c'est très difficile à voir. De toute façon, en plus, vous savez que c'est très difficile de s'équilibrer en temps réel. On est quand même dans l'électricité. Donc, et tous les fournisseurs, y compris les plus verts, à un moment, voilà, la production les contrats directs qu'ils ont en face permettent pas chaque heure de couvrir les besoins de leurs clients, parce que il y a, selon le moyen de production, alors si c'est du solaire, n'en parlons pas, mais parce que forcément la courbe ne marche pas la nuit, etc. Mais même l'hydraulique, voilà. Donc il y a une question sur l'additionnalité. Alors là, c'est l'éternel débat qui anime le monde français de l'énergie, hein, que vous connaissez bien. Voilà, mais l'additionnalité de certaines offres reste à prouver. Voilà. J'ai une question. Un des objectifs de l'ARENH au départ, qui est lié au fait qu'elle a été mise théoriquement provisoirement, hein, pour une quinzaine d'années jusqu'à 2025, c'était aussi de laisser le temps aux fournisseurs alternatifs de construire des outils de production pour être capable justement de concurrencer le fournisseur historique. J'ai pas l'impression qu'il y ait peu, quand on voit le succès justement croissant de l'ARENH, on devrait penser que au fil des années, au fil des équipements, ça devrait baisser. Or, on s'aperçoit qu'il y a assez peu de fournisseurs alternatifs qui sont équipés. Alors, c'est vrai, c'est pas vrai. Dans le sens où, si vous prenez le parc, en fait, comme on a un parc nucléaire en France, effectivement, il y a, et qu'au fond, le nucléaire reste un monopole malgré tout, et c'est très bien comme ça. Voilà. Ensuite, les alternatives vous répondront que sur les ENR, ils ont fait le job. Ils ont beaucoup construit, et c'est vrai. Et quand on regarde la part de développement des énergies renouvelables en France, pour le coup, les alternatifs ou les groupes indépendants ont rempli largement le job. Après, sur les autres moyens, construire de la base quand on ne peut pas faire de nucléaire et quand on ne peut pas faire d'hydraulique au fil de l'eau, puisque toutes les grandes vallées françaises sont équipées, eh ben, ils ne pouvaient pas, de toute façon. Ils pouvaient pas. Il y a quelques centrales à gaz, mais c'est quand même de la pointe. Surtout que pendant toutes les années 2010, elles n'ont pas marché. Hein, pendant longtemps, les centrales à gaz qui ont été construites
à la fin 2008-2009, elles ont été mises sous cocon à un moment quand les prix de l'électricité étaient très bas, après la crise financière. Donc voilà, donc on peut vous rétorquer à ça que quand même les alternatifs, là où ils pouvaient, ils ont fait leur job. Ils ont investi dans les ENR. Oui, mais le dernier rapport de la Cour des comptes attire l'attention de l'État sur le fait que le rachat des ENR a coûté 110 milliards aux contribuables. 110 milliards d'euros. Je pense que ça c'est le... Voilà, mais justement, moi, là, vous l'avez compris, hein, c'était plutôt sur l'aval. Bien sûr, le débat sur le mix. 110 milliards, moi, j'avais en tête un peu plus. C'est vrai qu'il y a le coût lié à il y a le budget de l'État, il y a le coût donc de l'obligation d'achat, etc. Il y a le coût de renforcement des réseaux. Hein, voyez notamment qui va être pris par l'État, mais qui est aussi mis dans le TURP, hein, puisque le renforcement notamment les parcs offshore, vont renchérir le TURP. Alors, une petite partie, mais c'est toujours un petit peu. Donc effectivement, mais là-dessus, c'est ce fameux débat français du mix énergétique. Mais au final, finalement, est-ce que l'ouverture à la concurrence a réellement apporté quelque chose aux consommateurs? Puisque moi, j'ai retenu de l'ensemble des présentations que le prix, enfin les prix étaient en gros essentiellement fixés par des aspects qui sont communs à tout le monde. Les taxes, le transport, la distribution, et puis finalement, y compris l'énergie elle-même par le biais des achats par le marché de gros, etc. Donc finalement, la concurrence, elle a, j'allais dire, servi à rien d'une certaine façon, mis à part de faire des systèmes très compliqués. Le tout, c'est très difficile pour répondre vraiment à cette question. Et moi, je ne vous cache pas que c'est une question moi qui travaille sur le marché aval, que je me pose depuis toujours, en fait. Hein, voilà. Pour répondre à cette question, il faudrait qu'on ait la même France avec le système d'avant qui est demeuré. Voilà. Là-dessus, vous l'avez compris, on peut dire, OK, c'est un facteur de complexité, etc. Voilà, alors que l'électricité, elle reste quand même produite par les centrales qu'on connaît, etc. Inversement, on peut dire aussi... ça met une petite pression sur les coûts de commercialisation. Les opérateurs historiques se sont fait plaisir pendant un moment, on peut le dire ça aussi, notamment dans les années 80-90, on n'a pas... certains coûts ont été forts, et je ne parle pas que des coûts d'entretien des centrales qui sont tout à fait légitimes. Est-ce qu'une petite pression concurrentielle, ça ne fait pas un peu de bien ? Je n'ai pas malheureusement la réponse à la question. Encore une fois, il faudrait isoler ça. Mais le but, c'était quand même de l'Union européenne, hein, c'était quand même de, entre guillemets, réduire les grandes entreprises, faire en sorte qu'il y ait un peu moins d'employés, etc. C'est une vraie question. Voilà. Et voilà. Après, c'est toujours pareil. Ça dépend aussi. On peut dire que soit on croit effectivement à un système centralisé, etc. Et dans ce cas-là, la concurrence centralisée avec des grosses centrales, etc. Et dans ce cas-là, on dit à quoi ça sert. Inversement, si on est plus partisan d'une énergie, vous avez vu que je prends garde à pas prendre parti, une énergie plus décentralisée, dans ce cas-là, la concurrence, parce qu'on voit bien ce qui se passe sur le renouvelable, la concurrence là, joue pleinement son rôle et c'est sûr que que l'ensemble des développeurs est bien plus efficace que s'il y avait un seul opérateur d'État chargé du développement du solaire ou de l'éolien. Voilà. Monsieur Degouve, merci beaucoup. Merci pour ces éclaircissements. De toute façon, on n'a pas fini d'en parler. On n'a pas fini d'en parler. Ça va être un des gros enjeux, je pense, dans les mois à venir, dans différentes élections aussi. Je crois que ça sera... Bon, l'énergie est un bien commun. Il suffit qu'on pousse un interrupteur pour que c'est là. C'est tellement naturel. Mais il y a de très, très gros enjeux. En tout cas, merci pour vos éclaircissements. Merci beaucoup. Et puis, merci d'avoir reçu. À la prochaine réunion. On vous remercie tous. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Au revoir.